Je vais essayer de vous sensibiliser sur pourquoi finalement il faut changer de comportement pour qu'on prenne en charge mieux cette hypertension artérielle. Pourquoi ce sujet? Parce que finalement, toutes les présentations auxquelles vous avez assisté vous montrent que l'incidence et la prévalence de cette maladie augmentent, qu'avec l'automesure et la MAPA, c'est une maladie qui est facile à diagnostiquer, c'est une maladie qui tue. On vous a rappelé les éléments autour de la morbidité, de la mortalité, des comorbidités, de cette explosion d'événements associés au mauvais contrôle tensionnel. Mais finalement, on nous demande encore de parler de quelque chose qui semble tellement simple, alors que le match semble gagné pour le cancer, pour le sida, pour la Covid, et même j'ai mis le chikungunya. On a plus peur du chikungunya que de la pression artérielle. Il faut qu'on se mobilise pour changer les choses. Alors, une des stratégies, c'est de faire des recommandations. Et tout au long de ces 2 journées, vous allez entendre parler de ces recommandations, de la Société d'hypertension, de la Société de cardiologie, sorte de consensus, d'évidence scientifique. Et donc, plutôt que de vous parler des recommandations, j'aimerais éveiller votre attention sur ce qu'on appelle les sciences de l'implémentation. Parce qu'en fait, pourquoi ça ne marche pas? Probablement parce qu'on n'applique pas les bonnes stratégies. Vous avez sur ce diagramme la manière dont on transforme une évidence en pratique. Et ça ne s'applique pas qu'à la médecine, c'est vrai pour n'importe quelle stratégie. Ça s'utilise peut-être, vous avez entendu parler de ça dans le Lean Management, dans Six Sigma, qui sont des stratégies de gestion de ressources humaines. On a des évidences ou des définitions, ce sont les recommandations, on communique dessus, c'est ce qu'on est en train de faire, mais ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, probablement qu'on ne fait pas appel à cette discipline qui s'appelle la science de l'implémentation ou Implementation Science, qui en fait repose sur un triple pilier, la diffusion de la connaissance et sa dissémination. Je pense qu'on est bon ou très bon, il n'y a pas un réseau sur Internet qui ne fait pas état de ses recommandations, des publications, des congrès, c'est tout ce qu'on est en train de faire, mais son application ne fonctionne pas, sinon on ne serait pas là, je ne serais pas en train de vous faire ce topo. Pourquoi ça ne marche pas? Et ces sciences de l'implémentation nous rappellent que finalement, pourquoi le couplage ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, on tape toujours de façon isolée sur les mêmes silos. Les politiques de santé publique, la recherche de financement pour faire de la recherche ou de l'éducation, la nécessité de former les gens, mais finalement, lorsqu'on met en place toutes ces approches-là de façon individuelle, eh bien ça ne marche pas parce qu'il faut non seulement combiner ces stratégies, mais utiliser de nouvelles stratégies, c'est-à-dire au-delà de la diffusion et de la dissémination, entraîner les gens, les coacher, leur proposer des systèmes de rétrocontrôle, leur proposer des systèmes de rappel, et puis être entouré de voix qui portent et qui vont permettre de convaincre les gens. Donc je pense que plutôt que de vous parler de recommandations, le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est si vous voulez rendre cette maladie silencieuse, bruyante, il y a un 3e pas à faire qui n'est pas celui de la diffusion et de la dissémination, mais qui est celui de l'action localement pour arriver à développer ces sciences de l'implémentation. Et ces sciences de l'implémentation, en fait, elles ont été très bien évaluées dans des programmes de recherche clinique avec des évaluations sur des critères de morbidité et de mortalité. Donc ça marche et je pense que ça peut être une solution qui manque dans notre stratégie. 2e message, probablement s'occuper des maladies plus tôt. Pour certains qui défendent le concept de pharmacologie sociale, pré-hypertension, pré-diabète, pré-obésité augmente systématiquement la population à traiter de 30%. Donc on aurait pu imaginer que ce qu'on est en train de redéfinir, plutôt que de parler d'hypertension artérielle, parler de pression artérielle augmentée ou haute ou normale haute, va élargir l'assiette sans véritablement entraîner de couplage. Mais là aussi, je crois que ces recommandations, elles sont là pour faire du bruit, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter au sacro-saint couperet du 135-85, mais très tôt, lorsque la pression artérielle commence à augmenter, d'embarquer les gens pour leur dire, écoutez, ce n'est pas normal, il faut vous surveiller, on doit évaluer votre risque cardiovasculaire, donc rendre la maladie bruyante avant qu'elle n'apparaisse pour que les gens s'en occupent mieux. Simplifier les choses. Je crois que les recommandations ont montré que ce que les anglo-saxons appellent la prise du pouvoir ou l'empowerment est un outil fascinant pour engager les patients. Et le meilleur outil pour engager les patients, c'est l'outil de la mesure. Puisque la mesure en dehors du cabinet est probablement le levier pour rendre cette maladie la plus bruyante possible. C'est la période de Noël,
offrez des appareils de tension dans les familles respectives et c'est la meilleure stratégie de dépistage plutôt que de manger une bûche ou une dinde. On se mesurera la pression artérielle. Ça va rendre la maladie bruyante, ça va autoriser le dépistage et ces recommandations insistent là-dessus. Dans le même ordre d'idées, le dépistage des causes secondaires, là aussi, ces recommandations sont intéressantes. Alors, excessivement, elles proposent le dosage de la rénine et de l'aldostérone chez tout le monde pour ne pas passer à côté de cette première cause d'hyperaldostéronisme primaire, première cause d'HTA secondaire qui est l'hyperaldostéronisme primaire. Mais je pense que la partie la plus intéressante, c'est de flécher le dépistage des causes secondaires et de ne pas taper tel un bazooka sur toutes les causes, mais d'adapter finement les stratégies. Donc là, je crois qu'il y a une vraie réflexion. Il faut rendre le dépistage de l'HTA secondaire simple et ne pas en faire un obstacle pour rendre cette maladie bruyante, puisque quand même 80 à 90% de nos hypertendus ont une HTA essentielle. Enfin, probablement que cette stratégie-là, qui est celle de baisser l'objectif tensionnel, n'est pas la meilleure pour rendre la maladie bruyante. Mais en tout cas, elle est la meilleure pour activer l'action, activer la prescription, le dépistage, l'implémentation des thérapies et de façon générale, les deux recommandations s'accordent pour dire que la zone verte, c'est en dessous de 130-80, au-dessus de 120-70. Je ne pense pas que baisser les objectifs tensionnels soit le meilleur moyen de rendre la maladie bruyante. Ça rend peut-être la maladie difficile à gérer, mais en tout cas, ça permet de communiquer sur un objectif qui peut faire du buzz et du bruit. Et puis ensuite, il y a les verrous. Qu'est-ce qui explique que cette maladie reste silencieuse? L'inertie clinique. Alors, on a beaucoup parlé des moyens, et aujourd'hui, on a des moyens pharmacologiques. Je regardais sur le site de l'Agence du médicament, il y a 1600 molécules disponibles pour traiter l'hypertension artérielle. Je vous parle des génériques et des princeps, associés ou en principe actif seul, mais on a assez de moyens pharmacologiques pour y arriver. C'est probablement pas là où est le levier pour nous rendre actifs, mais on a les moyens d'améliorer les choses et de nouvelles stratégies vont essayer de nous aider à rendre cette maladie silencieuse une fois qu'on l'aura identifiée, que ce soit les antagonistes de l'endothéline ou d'autres stratégies non pharmacologiques, mais stratégiquement intéressantes comme les inhibiteurs de l'aldosynthase. Enfin, pour terminer et rester dans le temps, il y a ce problème de l'inertie thérapeutique. C'est simple de dépister cette maladie, c'est probablement simple de la prendre en charge. On a les outils pour la prendre en charge, on a des outils pour la surveiller. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce que parfois on est dans une sorte de situation complexe où malgré des algorithmes simples, malgré des propositions évidentes, et on l'a abordé juste avant, que ce soit à l'Europe, que ce soit dans la société d'hypertension artérielle à travers le monde, des choses convergent. On a à peu près tous le même algorithme à quelques nuances près. Promouvoir les combinaisons fixes, utiliser un seul comprimé, aborder la prise en charge du risque de façon beaucoup plus globale. Ces choses devraient nous amener à contrôler plus de 90% des patients, mais on n'y arrive pas. D'un côté, il y a cette inertie du docteur, de l'autre côté, il y a peut-être la résistance du patient. Parmi les facteurs de résistance, eh bien, il y a l'absence d'efficacité des traitements et peut-être commencer plus vite, plus fort, avec des combinaisons, que ce soit des combinaisons triples comme elles ont été présentées ici, ou des combinaisons plus avancées, à savoir la quadrithérapie, voire même d'aller chercher des interventions sur des stratégies autres. J'ai appelé ça les stratégies autour du comportement, pour échanger la donne. Un des écueils majeurs, c'est la prise quotidienne d'un médicament pour une maladie chronique silencieuse. Peut-être que l'arrivée des médicaments nouveaux que sont les siRNA pourra changer la donne et éradiquer ou en tout cas enrayer la progression de cette maladie. Ici, une plaque que vous avez peut-être vue, mais qui montre qu'effectivement, comme dans le domaine des lipides qu'on abordera tout à l'heure, peut-être que la stratégie, c'est une piqûre dans la fesse gauche pour l'HTA, une piqûre dans la fesse droite pour le cholestérol, et le tour est joué. Enfin, ma diapositive de conclusion, les recommandations montrent que pour rendre cette maladie bruyante et la dépister, et ensuite pour la rendre silencieuse, autrement dit contrôlée, les stratégies de prise en charge précoce sont nécessaires et toutes les recommandations s'accordent pour dire qu'il ne s'agit pas juste de faire le premier pas, mais qu'il faut embarquer les patients dans un voyage, mais qui doit être le plus court possible. Donc dépister tôt, dépister à la maison, traiter tôt, traiter fort et suivre les patients, c'est probablement les stratégies qui vont permettre de rendre cette maladie visible et d'améliorer son contrôle dans un futur proche. Donc en conclusion, je crois que
Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, FOMO, FOGO, Fear of. Les anglo-saxons mettent dessous un grand nombre de maladies, la peur de vieillir, la peur d'avoir une maladie. Moi, j'ai fait le FOG, parce que ça ressemble à un brouillard, on est dans une nébuleuse. Fear of getting hypertension. Est-ce qu'il y a une manière, peut-être, de changer les choses? Et c'est ma diapositive de conclusion. Probablement, c'est d'embarquer nos patients et nos collègues dans une histoire qui dépasse uniquement la mesure de la pression artérielle. 80% des gens qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et ça fait peur. Il y a des campagnes de l'assurance maladie, on a des traitements, c'est une maladie chronique dangereuse. Les gens sont compliants au traitement de l'insuffisance cardiaque. 80% des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée sont des hypertendus. Donc peut-être qu'il faut qu'on raccroche les wagons, et c'est ma conclusion. Ici, les 4 piliers de prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, eh bien ces 4 piliers, ce sont des médicaments qui non seulement changent la morbidité et la mortalité de ces insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, et dans chacune de ces études, 80 à 90% des patients sont des hypertendus. D'ailleurs, je présente ces études pas comme des études d'insuffisance cardiaque, mais des études d'hypertension. Et pour chacune de ces études, l'impact des médicaments que je vous ai cités, sacubitril valsartan, inhibiteur de SGLT2, les nouveaux antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes ou les analogues du GLP1, à chaque fois, ces médicaments sont associés à une réduction de la pression artérielle. Peut-être que c'est ça la stratégie, rendre la maladie peut-être moins silencieuse qu'elle est en la raccrochant à quelque chose qui parle aux gens, que ce soit le diabète, la maladie rénale chronique ou l'insuffisance cardiaque. Donc, en conclusion, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a un grand nombre de challenges, de perspectives pour essayer de changer la donne. Ça démarre très tôt, en donnant le pouvoir aux patients pour diagnostiquer cette maladie. On en parlera peut-être lors de la fin de cette session avec notre table ronde, en proposant des nouvelles stratégies de dépistage et de prise en charge, en réduisant la charge médicamenteuse, en intégrant les patients dans des parcours plus courts, plus agiles, et peut-être en connectant l'hypertension à d'autres maladies qui parlent davantage à nos patients et à nos collègues que l'hypertension artérielle seule. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Atul pour ce panorama sur l'hypertension. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Une question dans la salle. Alors, je dois avouer que je ne vois pas trop la salle. Bon, aucune question, donc je vais te la poser. Qu'est-ce qu'on dit à un patient qui dit moi, je ne suis pas venu pour que vous me fassiez peur. Moi, je viens vous voir, mais je ne suis pas venu ni pour me faire engueuler, ni que vous me fassiez peur. Qu'est-ce qu'on répond à des gens comme ça? Pourquoi vous êtes venu? Très bien, on en discutera à la table ronde. Moi, je voudrais te faire une remarque, Atul, dans ce que tu as montré. Si on regarde ce qui se passe entre le Québec ou le Canada et nous, le Québec, le Canada, les derniers chiffres, c'est 67 à 70% de contrôle tensionnel. Nous, on est à 25%. Ce qui change là, ce sont les infirmières et les pharmaciens qui prennent en charge l'hypertension artérielle. Et ce rôle, pour moi, quand on voit cette énorme différence, tu n'en as pas parlé, mais quelle est ta vision de l'intégration dans tout ça, de ces professionnels de santé? De toute façon, vu la masse de patients en France qu'on a, je ne vois pas comment, nous, médecins, on peut faire face. C'est une très bonne remarque. Effectivement, dans ma section behavioralist ou behavioral intervention, parce qu'il y a des behavioralistes au Canada, des gens qui sont dédiés pour la prise en charge des maladies chroniques. Ce sont souvent effectivement des infirmières de pratique avancée ou des pharmaciens. Donc je crois que la délégation de tâches et aller chercher l'aide avec d'autres acteurs du système de soins, c'est une évidence. Pour les raisons que tu évoques, la démographie médicale, envie de travailler différemment, prévalence de la maladie, et puis parce que les évidences le montrent. Parce que quand on demande à un docteur ou à un non-docteur de contrôler la tension sur la base d'un algorithme, le non-docteur fait toujours mieux que le docteur. Donc non seulement c'est une réserve d'action, mais c'est aussi une réserve d'action efficace, puisque les études le montrent. Donc peut-être que l'étape d'après, c'est d'intégrer mieux ces partenaires, associations de patients, infirmiers, diététiciens, parce que chacun peut, à sa manière, éveiller les consciences et améliorer le contrôle.